Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir ma Marie, donc qui était passée au Grand Oral. Et donc voilà, pour ce portrait d'orateur, je suis très chanceuse de la recevoir aujourd'hui. Donc bonjour. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas ce que je suis supposée dire. Bah, t'inquiète pas, ça va arriver. Donc du coup, ma Marie, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs pour nous dire voilà un petit peu ce que tu as fait, ton parcours, et puis bah, aussi ce que tu fais en ce moment, parce que tu as beaucoup de projets, donc c'est top. Ok, yes. Alors, bon, bah, moi, c'est ma Marie, j'ai 26 ans et on va dire que je suis principalement humoriste. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été sélectionnée au Grand Oral et donc j'ai été finaliste de la saison 1. Et depuis, je continue en tant qu'humoriste et je me dirige de plus en euh, plus vers l'écriture. Et donc, je me dirige vers un rôle d'auteur, scénariste de comédie. Donc voilà, ce que je préfère, c'est écrire des séries et des petits programmes. Donc voilà, et puis j'ai un milliard de trucs, hein. J'ai également un projet de chaîne YouTube. Et à côté de ça, je fais de la pharmacie. Voilà. Ouais, donc tu fais énormément de choses en même temps, hein. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé pour toi le grand oral, du coup, en termes de préparation et tout? Comment tu as pu, bah, comment tu as réussi à gérer tout simplement cet événement? Alors, comment ça s'est étonnamment bien passé. J'étais très, très stressée dans la préparation parce que j'avais aucune expérience en éloquence. Je m'intéressais au sujet, j'avais regardé des films à voix haute, Le Brio, mais à part ça, aucune expérience technique. Donc, j'étais très stressée et puis même de manière générale, j'ai tout le temps l'impression que ce que je fais est mauvais. Donc j'y suis allée en me disant, bon, je participe, je passe mon message principal et ensuite, on verra bien ce qui se passe. Et après, je me suis vue aller jusqu'en finale. Donc, j'ai été très étonnée de ça. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que alors, attends, je vais préciser du coup. Est-ce que tu avais quand même fait du théâtre avant? Tu avais quand même, tu faisais du Ah oui, stand-up donc c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai je fais du, j'ai fait du théâtre d'improvisation avant, donc au Comedy Club avec les indépendants. C'est la troupe d'impro du Comedy Club. Et donc, on avait des sessions, des cours d'impro le matin avec deux des membres de l'équipe. Et quand j'étais plus jeune, j'ai aussi fait pas mal d'impro. J'ai passé mon bac en option théâtre. Donc oui, j'avais pas d'expérience en éloquence, mais j'adore parler, je suis extrêmement bavarde depuis toujours. Mes bulletins en attestent. Donc, j'avais une expérience un peu en parlotte, en logorée, voilà. d'accord. Bah, en soi, l'éloquence, c'est l'art de la parole, donc j'ai envie de te dire, Ouais, ouais, voilà. Donc, il fallait juste que j'apprenne à couper et à garder l'essentiel. Et donc, oui, le stand-up m'a appris ça parce que le stand-up, il faut être concis. Enfin, concis. Oui, il faut quand même aller au plus simple en stand-up. Donc, ça m'a appris à être concise. Et bon, je le maîtrise toujours pas très bien dans mes conversations quotidiennes, mais il y a eu ça. Et puis ensuite, j'ai eu ma coach, Isabelle Châtaignier, donc, qui est coach à Eloquentia depuis une dizaine d'années, depuis l'époque de la voix haute, qui m'a aussi appris à structurer un discours. Et donc, avec tout ça, j'ai pu arriver au grand oral quand même assez, j'allais dire assez tranquille. Assez tranquille, en fait, sur mes capacités à m'exprimer, mais extrêmement stressée sur l'objet de mon message. Voilà. pourquoi cet objet en particulier te stressait?
parce que c'est très lié à mon histoire personnelle. Et donc, quand j'ai accepté de participer à l'émission, en fait, c'était pas pour moi, pour promouvoir mon stand-up. J'avais envie de parler des violences sexuelles et un peu de défendre le fait qu'on pouvait n'être personne, entre guillemets, sans être une célébrité ou quelqu'un d'extrêmement charismatique et quand même s'exprimer sur le sujet et libérer sa parole. Et, euh, et donc, j'avais vraiment envie que ce message soit efficace, soit convaincant. Et donc, j'avais peur de ne pas être à la hauteur de ce défi-là. Donc, c'était plutôt ça qui me stressait que le fait de parler devant des gens, parce que parler devant plein de gens, j'adore ça et ça me stimule plus que ça me stresse, en fait. D'accord. Et donc, du coup, c'est vraiment l'idée que ce message-là, pour toi, était tellement important que voilà, c'était un enjeu tel finalement que c'était ça qui te générait du trac quand même. Oui, 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 oui. C'était vraiment, est-ce que je vais être à la hauteur de ce défi et est-ce que mon message va pouvoir aider des gens, Mm. libérer des gens? Ouais, je comprends. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la préparation que tu as eue du coup par Isabelle aussi et la manière dont tu t'es préparée tout simplement avant ton oral? Comment ça s'est passé concrètement? Qu'est-ce que tu as fait? Mm. Alors, avant Isabelle, j'ai eu la préparation avec Laurent Dessagne, donc, qui est le rédacteur en chef de l'émission. Mhm. Et avec lui, on a vu les sujets principaux de mes discours et ensuite, on voyait si c'était suffisamment clair et voilà, un petit peu la ligne éditoriale, si ça allait, enfin, s'il y avait une ligne éditoriale claire dans mon propos. Je sais pas si c'est clair ou pas. Si tu avais Enfin, s'il y avait ligne éditoriale, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire un fil conducteur clair, j'ai envie de dire. Donc, il y avait le fil conducteur clair, mais aussi, est-ce que ma présentation en tant qu'artiste, humoriste, qui vient du Rwanda et qui veut parler d'un sujet important est cohérent avec ce que je dis dans mon texte 1 et ensuite dans mon texte 2 et dans mon texte 3, quoi. D'accord. Est-ce que c'est cohérent, en fait? Est-ce qu'il y a une cohérence avec ma personne et ce que Est-ce je que tu raconte? Donc, proposes il m'a aidé. Mm. Donc, il m'a aidé à ça, à clarifier ce que je voulais dire vraiment et, euh, et pourquoi. Il m'a aidé pas mal avec le pourquoi et quel est le message principal. Ensuite, on a eu une journée de coaching avec tous les candidats sélectionnés. Donc, on était 12 ou 16. Bon, on était autour d'une quinzaine. mm, Et là, on a eu une journée de coaching avec du coaching vocal, du coaching en théâtre et expression scénique. Et à la fin de la journée, on a eu donc du coaching en écriture. Et c'est là que j'ai rencontré Isabelle. Et on était par deux. Donc j'étais avec Norman Claire, que j'aime beaucoup. Il fait du rap, il fait du théâtre. Et donc là, elle nous a fait un retour sur notre discours et sur ce qu'il fallait changer ou non. Et après cette journée-là, en fait, on a eu 3 semaines d'échanges avec Isabelle et de répétitions pour préparer concrètement l'émission. Donc, je suis allée chez elle, on a répété les textes, on s'envoyait plein de mails avec des modifications et puis elle m'expliquait comment structurer un discours, tout ça. Et après, on a eu, je crois, 2 journées de répétition au cirque d'hiver où on super. répétait toutes. Ouais, ça, c'était vraiment génial et je pense que c'est ce qui a le plus aidé les candidats à faire une belle émission parce que tout le monde n'était pas habitué à la scène. Mm. Donc, à l'occasion de cette journée, en fait, ils ont pu apprendre comment différencier le discours écrit de l'oral parce que tous nos discours étaient très écrits. Enfin, moi, j'ai l'habitude du stand-up, donc j'avais déjà enlevé cette part de
de vocabulaire qu'on peut avoir à l'écrit, mais qu'on ne dirait jamais de la même manière à l'oral. Donc ça, j'ai pu l'enlever à l'avance, mais voilà, il y en avait beaucoup qui parlaient en fait de façon trop littéraire. Oui, trop soutenu Donc, ou trop… ouais, et donc on n'y croit pas. Ouais, je comprends. Et ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup en éloquence. Il y a un truc où je crois, j'ai du mal à croire à ce que les gens disent parce que c'est trop stylisé. Tu vois, tu Oui, vois ce oui, que je je veux vois dire? totalement. Et en fait, est-ce que justement, par rapport à ça, quand on fait un discours, est-ce que, je pense aussi à, pour ceux qui doivent justement faire un discours ou une intervention, est-ce que c'est pas bien de Mhm. la préparer du coup à l'oral plutôt qu'à l'écrit? Alors, ça dépend en fait de ce qui nous permet d'être le plus fidèle à notre pensée. Et donc, si on est plus à l'aise, si on a plus l'habitude de se confier, par exemple, sur papier, c'est bien de la préparer à l'écrit et ensuite de passer à l'oral. Mais si on est quelqu'un qui n'est pas spécialement timide et qui a plus de mal à l'écrit à être sincère, je pense que c'est mieux de commencer par l'oral. Moi, par exemple, quand j'écris quelque chose, que ce soit une vidéo, que ce soit un scénar, tout et n'importe quoi, je commence par me filmer en train d'en parler et ensuite je vais l'écrire. Ah ça, c'est top. Comme ça te permet aussi d'avoir les éléments de langage finalement que tu trouves assez naturellement en parlant. Et C'est puis ça. après, toi, tu l'écris et puis ça te fait Ouais, ton discours ouais. en quelque Et sorte. puis même, il y a quelque chose que tu peux pas avoir si tu écris, c'est le ton. C'est Mm. le ton que tu emploies naturellement et les gestes. Et en fait, tout ce qui est langage Non non verbal. verbal, tu l'auras pas sans te filmer ou sans que quelqu'un te regarde et te donne ce retour-là. Et donc, moi, je conseille vraiment de se filmer en train de parler d'abord naturellement de ce qu'on veut dire, parce que c'est toujours plus efficace que ce qu'on cherchera à écrire. Parce que souvent, on essaye d'ajouter du non-verbal après Mm. avoir écrit le discours et une fois qu'on essaye de le jouer, mais en fait, c'est faux, ça sonne faux. Ouais, c'est ça. On essaye de se singer soi-même et en fait, c'est ça, c'est que on n'est pas nous-mêmes. On est ce Mm. qu'on aimerait être quand on fait ça. Et donc, on croit qu'on est quelqu'un de mieux que ce qu'on est et ce qui fait rire généralement ou même ce qui touche les gens, c'est l'authenticité, les petits défauts, les aspérités. Et ça, tu peux pas l'avoir si tu calcules tout, tout ce que tu fais, quoi. Si tu te dis, oh bah là, je vais ajouter une touche d'émotion en baissant un peu le ton, et là, je vais mettre ça. Tu peux avoir de l'efficacité si tu es un bon comédien ou si tu es véritablement fidèle à ton émotion dans ce que tu as écrit. Mais c'est beaucoup plus facile Mm. de d'abord le dire et ensuite se dire, ah bah ça, je garde, ça, j'aimerais l'améliorer. Ce sera plus proche de ce qui est vraiment dans tes cordes. Puis souvent, quand tu parles à l'oral, il y a des choses qui te viennent auxquelles tu n'aurais pas Ouais, forcément pensé aussi à l'écrit. Il y a des choses ouais, ouais, auxquelles tu penses finalement et tu dis, ah, ça c'est pas mal en fait, je vais l'écrire, etc. ouais, Et ouais. Et puis, je pense que ça permet aussi de prendre confiance en soi, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent ah, mais je sais pas jouer, je suis mauvaise comédienne, je sais pas faire ci ou ça. Et en fait, quand elles parlent, elles mettent des émotions, elles mettent de l'emphase sur certaines parties, elles imitent même des gens. Et en fait, elles pensent qu'elles savent pas jouer, mais c'est juste qu'elles se sont mis ça en tête. mm, Et en fait, quand je les filme en train de me parler naturellement, bah, ça leur permet de voir, ah, mais en fait, si, je joue naturellement. C'est juste que je me suis mis en tête que jouer, c'était un truc complet, hyper difficile, donc j'ai l'impression que je sais pas le faire. ouais. Et puis en même temps, quand tu es devant une salle, tu vois que tu as le trac, etc., qui peut venir, c'est pas forcément évident aussi de garder ce naturel. C'est quelque chose qui est pas forcément facile quand, tout au moins quand on n'est pas entraîné à ça, j'ai envie de dire. Ah, mais ça, c'est sûr, mais c'est pour ça que moi, par exemple, quand je répète,
En fait, le fait de répéter à l'oral, ça me permet d'être moi puissance 1000. Et donc, quand je suis face à un public et que je dois assumer ma folie, clairement, et que ça abaisse tout, quoi, parce qu'on se dit non, mais je ne vais pas faire ça quand même. Et ça me permet d'être moi, puissance 900. Et donc, le différentiel, il va être plus ou moins important selon le point auquel on est timide. Mais en fait, le fait d'avoir été bête ou un peu fantasque chez soi, ça permet de l'être déjà toujours plus que si on avait juste écrit et imaginé, quoi. Oui, tout à fait. Et je pense notamment aux interventions, quand je travaillais en entreprise, aux interventions que j'écrivais, souvent, c'était vraiment ça, c'est qu'on écrit les éléments de langage, on se dit voilà, quels éléments précis est-ce qu'on va mettre, etc., avoir tout le discours parfois. Et puis après, la personne le dit à l'oral, et puis voilà, on ne se préoccupe pas forcément. En tout cas, quand je travaillais en entreprise, c'était pas la préoccupation première de se dire comment est-ce que je vais l'interpréter, comment est-ce que je vais faire en sorte qu'il passe mon message en fait, comment je vais transmettre un message. C'est ça, et je pense que c'est la première étape avant d'écrire. Il faut savoir pourquoi on a envie de parler, à qui on a envie de parler, et puis ensuite, qui est-ce qu'on est, quoi. C'est pas une fois que tu as mis… Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu un lien avec la manipulation, tu vois. C'est que si tu écris et que tu essayes de faire en sorte ensuite que ton personnage soit fidèle à ce que tu as écrit, tu es un peu dans une espèce de manipulation où c'est dur de bien la maîtriser. D'être un très bon manipulateur, c'est très compliqué. Alors que si tu commences par ce qui te motive réellement, tu es plus dans la spontanéité finalement. Dans une argumentation, dans le fait de convaincre quelqu'un, que de véritablement manipuler, parce que tu veux pas lui faire croire à une entité qui n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, est-ce que c'est pas, tu vois, quand tu fais du théâtre, par exemple, tu as un texte nécessairement écrit qui est figé. Oui. C'est de l'interprétation finalement. Tu interprètes un texte. Ah oui. Oui, mais c'est juste que quand tu joues du théâtre, dans le texte, il y a le décor qui est défini, il y a le ton qui est précisé, les phrases, les virgules sont réfléchies par un auteur en fait. Et là, moi, mon conseil, c'est si vous n'êtes pas un auteur expérimenté, il vaut mieux d'abord se fier à vous, ce que vous êtes réellement. Si vous êtes un super auteur et que vous savez comment transcrire chaque émotion et comment vous allez pouvoir les jouer, super. Et voilà, allez-y, go, vous pouvez commencer par écrire. Mais généralement, les gens ont du mal à rester fidèles à eux-mêmes quand ils écrivent parce qu'ils ont une idée de ce que c'est l'écriture. Ils ont en tête des formulations, tu vois, genre… Écrite, ouais. Ouais, écrite. Il y a une amie qui s'exprime très rarement en bon français. Elle m'envoie un texte, il y a écrit de ce fait. Le premier commentaire que je mets, c'est tu dirais jamais ça comme ça. C'est vrai que si on s'exprimait de manière orale comme elle écrit, en effet, je crois effectivement que de ce fait, tu as beaucoup, notamment, c'est vrai que cette situation, après, ça peut se faire, hein, mais bon. Non, mais ça peut se faire et paraît-il, je m'exprime de manière soutenue souvent, je ne m'en rends pas compte. Mais même moi, ma façon d'écrire, elle est beaucoup plus ma plume est beaucoup plus chargée que ce que je peux exprimer à l'oral. Et généralement, à l'oral, je suis plus efficace parce que ça t'oblige à aller à l'essentiel. Ça t'oblige à mettre les phrases dans le bon sens parce que il y a aussi ce truc de quand on écrit, je trouve qu'on fait le travail dans le mauvais ordre quand on écrit. On a peut-être notre but en tête et on se dit
je vais commencer par telle anecdote et ensuite je vais aller vers là et ce qui va mener à ma super conclusion. Et nous, on a la conclusion en tête, mais quand on commence notre discours devant quelqu'un, la personne se dit pendant au moins 3 minutes, mais de quoi est-ce qu'il me parle? Enfin, qu'est-ce qu'il raconte en fait? Et on ne met pas directement le sujet à la bonne place. Ouais. Tu vois le type de discours que ça peut être? Oui, je C'est, vois. Ouais. c'est une amie, par exemple, qui voulait parler de quoi? Je sais plus, elle avait un sketch. Ou sinon, je vais prendre un exemple peut-être sur moi. J'arrive pas à trouver d'exemple. Mais, euh, C'est pas grave. ouais. Mais en gros, enfin, une construction écrite, c'est pas la même qu'une construction orale. Et je me retrouve souvent à demander aux gens, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait réellement dans ton texte? Et quand les personnes me le résument, il est nettement meilleur que ce qu'ils Qu'est-ce ont qu'ils ont écrit, écrit? quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Et, Ouais. et je leur dis à chaque fois, mais pourquoi tu dis pas ça alors? Pourquoi tu ne dis pas directement? Et c'est une question qui débloque beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'il faudrait commencer par ça. Est-ce que, moi, je me dis, des fois, c'est aussi parce qu'on a envie peut-être d'être trop parfait à l'oral. Tu vois, de se Ouais, dire, je veux faire le discours le plus complet possible, un truc qui soit précis, qui soit machin. Mais finalement, on essaye un peu trop d'être bon élève, dans le sens où parfois, d'aller directement à l'essentiel, d'être vraiment efficace, ça implique de transmettre aussi un message de manière, oui, de manière efficace et donc d'aller droit au but finalement. oui, oui, voilà. Et puis en fait, quand on maîtrise les codes et les concepts, enfin, quand on est bon élève, justement, comme tu dis, bah, on perd en authenticité parce Ouais. qu'on calcule et du coup, on se différencie difficilement des autres, surtout. Mmh. C'est pas tellement que le discours va être mauvais parce que tu peux connaître toutes les règles, bien les appliquer, et donc ton discours va être bon, mais il va être aseptisé parce que bah, on a entendu 12 personnes parler sur le même rythme, avec les mêmes constructions, et en fait, bah, la plupart des gens que tu vas rencontrer dans ton milieu vont déjà les connaître, ces codes-là. Et Mmh. donc, ce qui fait ta différence, en fait, c'est justement ce que tu ne maîtrises pas, ou alors ce que tu maîtrises qui ne fait pas partie de ce domaine-là. Tu vois, donc Ce si qui fait c'est... ton individualité en fait, c'est un petit peu ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, moi, je pense vraiment que je suis arrivée en finale juste parce que j'étais un peu celle qui connaissait pas les règles et qui connaissait pas les codes. Donc, du coup, les gens avaient l'impression que j'étais à l'aise, naturelle, tout ça, mais juste, bah, j'avais même pas l'impression de transgresser des trucs. On m'avait dit, tu dois te tenir comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et que j'avais eu tout ça en tête, j'aurais essayé d'être parfaite et bah, en fait, je me serais effacée parce que Mmh. tout le monde est comme ça. Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, Martial, je ne sais pas si tu connais Martial, J'ai vu son intervention. ouais, il a été gagnant d'Eloquentia, il me semble. Et même Lamine, qui est formidable, qui était avec moi en demi-finale, ils sont géniaux et ils maîtrisent beaucoup mieux que moi l'éloquence. Mais comme ils sont formatés, Lamine moins que Martial. Mais Martial, il y avait vraiment un côté où, ah bah c'est super ton discours, mais on dirait que tu nous parles pas à nous. On dirait que tu t'écoutes parler et on dirait que je veux pas bâcher Martial, je t'aime fort Martial. Mais mais il y a ces trucs de ah ouais, mais des comme ça, on en a vu plein depuis le début et on les connaît déjà. Donc ça attire pas l'attention. Quelqu'un qui va, enfin tu vois, un Jamel Debbouze par exemple, bah, c'est quelqu'un qui arrive sur scène, qui est comme ça, qui tord le français et qui fait. Et donc du coup, c'est ce côté qui attire les gens de mauvais élèves parce qu'on se reconnaît toujours plus dans des gens imparfaits.
Ouais. Et puis, c'est ça l'humanité, tu vois. Et dans La l'authenticité finalement, parce que c'est ça aussi qui fait naître l'émotion et qui permet ouais, aussi au public, d'être, accroché, j'ai envie de dire. ouais. Parce que si je te vois pas faire une erreur, j'ai l'impression que je te connais pas. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est ce truc de Ouais, de pas être, oui, d'être comme tout le monde en fait, pour que les personnes ouais, aussi voilà, s'identifient. voilà. C'est ça aussi, c'est que si tu es parfait, tu peux être impressionnant, mais il va y avoir cette distance entre toi et moi qui va faire que tu vas pas me convaincre parce que je vais me dire, ah, mais moi, j'en suis pas capable. Genre, toi, tu es super, ça se voit que tu es parfait, mais du coup, nous, on n'est pas pareil. Il n'y a pas le lien où la Ouais. personne va s'identifier en se disant, ah, mais si cette personne le dit, moi aussi, je peux. Et puis peut-être que tu as ce truc aussi, enfin, quand une personne, entre guillemets, je le vois chez certains orateurs, quand tout est très lisse, c'est parce que c'est ça qui se passe, quand tout est lisse et figé, ça reste très superficiel. La personne a beau Ouais, avoir la voix, le regard, la posture, etc. Si à un certain moment, il n'y a pas quelque chose en plus, on va dire son ouais, authenticité, ce qui fait son individualité, on va pas plus en profondeur, ça reste quelque chose, oui, qui reste en surface. C'est un petit peu ça ouais, aussi. ouais, complètement. Et à l'inverse, des fois, ça m'est arrivé en masterclass, par exemple, d'avoir, une personne qui avait pas du tout ces codes-là, Mhm. qui parlait pas forcément super fort, enfin voilà, qui projetait pas sa voix, qui regardait le public, mais voilà. Et en fait, son message était tellement authentique, que le public, s'est retrouvé en larmes après, 5 minutes de discours, en Ouais, fait. ouais. Génial. Bah ouais, c'est ça, hein. Ça permet vraiment de. Enfin, en fait, on te pardonne des choses si le fond est là. Alors que si tu as la forme mais que tu n'as vraiment pas de fond, tu vas parler que à des experts, quoi. Et c'est plus, c'est aussi beaucoup les émotions, en fait. Oui, ouais, C'est surtout les émotions, qui, pour moi, qui génèrent aussi cette authenticité et hum, qui fait que tu vas vraiment être ouvert, en fait, à ton public, aussi au niveau ouais, émotionnel, pas qu'au niveau, postural ou parce que pour moi, ouais, par exemple, la posture, justement, pour moi, elle ouvre aussi à ça. Le fait que quand tu ouvres au niveau du plexus et tout, c'est aussi, la dimension relationnelle et tes émotions aussi qui se libèrent progressivement, j'ai l'impression. oui. Bah oui, et puis t'es moins. Enfin, même physiologiquement, t'es moins dans tes insécurités, un peu quelque part. Et du coup, en fait, ouais, tu t'ouvres aux gens. Enfin, tu vois, Ouais, je ouais. dois. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de. Ouais, enfin, en fait, c'est ça. Accepter de se dévoiler, accepter de créer du lien, en fait. Oui, ouais, c'est exactement ça. Et souvent, on va se j'ai l'impression que souvent on a tendance à se refermer, à se concentrer uniquement sur soi, à se dire: «Oh là là, je suis face à un public, de 20 personnes, Ouais, je suis» à se refermer comme une huître, ouais. en Mais étant c'est de la concentré sur ses protection. ouais, c'est ça. C'est on C'est de la. considère que c'est un danger. Bah, c'est de la protection et c'est naturel. On nous apprend tellement à ne pas échouer, enfin, voilà, à pas se taper la honte et à tout ça que forcément on se dit, oh là là, si ça va pas, ça va être absolument affreux. Et donc, on n'apprend pas assez à s'en foutre, quoi. Et à se dire, non, et à se dire, mais et alors si ça marche pas? C'est pas mon problème. Et nous, l'avantage qu'on a, les humoristes, c'est que les plus expérimentés nous disent, en fait, si t'es mauvais, les gens vont t'oublier. C'est juste, c'est le, c'est tout ce qui va se passer. Il n'y a personne qui. Enfin, si, on peut dire, oh là là, j'ai vu tel humoriste, il est tellement naze. Mais au moins, tu auras été formidable. Tu auras été naze au point pour te retenu ça, tu vois. C'est le côté. Tant pis si tu as échoué. Et en plus, imaginons que tu échoues de manière catastrophique et malgré ça, tu persévères. Et ben après,
dans ton storytelling, à la fin, tu pourras dire, hein, bah, il y a 10 Ah, ans, ou en c'était très dur, c'était super compliqué. À ce moment-là, j'ai échoué, j'étais au bout de ma vie, je pensais que ça allait jamais passer et bah finalement, ouais, j'ai eu ce déclic et ça a marché. ouais, bah, c'est ça, et ça rend ta victoire encore plus grande parce que t'es pas quelqu'un qui est arrivé comme ça d'un coup, et c'est bizarre de croire qu'on va tout réussir du premier coup comme ça, et en fait, on se met cette pression-là de perfection et de performance qui a pas de sens. Genre, quel ego il faut avoir pour se dire, mais je vais être incroyable dès la toute première fois où je vais pratiquer ça. Enfin, non, non. Bah, même Même, après des années, et puis même, même dans les professions artistiques, moi je vois beaucoup, je suis beaucoup dans le milieu du chant lyrique aussi. ouais, Je veux dire, il y a toujours ce trac avant de monter sur scène. C'est aussi en fait une exigence qu'on a envers soi-même, en fait, de se dire, «J'ai envie ouais, que ça se passe bien». Donc ouais. c'est normal, c'est quelque chose que je pense qu'il faut accepter aussi. Oui, ouais, ça fait partie du jeu. Ça veut dire que tu prends des risques, ça veut dire que tu continues à évoluer, et voilà, que t'es comme tout le monde, quoi. C'est dur d'être comme tout le monde. Ah, c'est dur de l'accepter, hein, qu'on est un simple être humain, c'est énervant, hein. Et Mais puis finalement, même cette notion d'échec, tu vois, si on y réfléchit, l'échec, c'est quoi au final? À part un mot qu'on a instauré au sein de notre société, c'est quelque chose, c'est un concept qui est très, social. Finalement, ça a pas ouais, d'existence en soi, l'échec. bah oui. Enfin, c'est hyper relatif parce que par exemple, bah, rater une prestation sur scène, pour certains, ça va être dramatique. Si tu regardes, en fait, ouais, c'est ça, c'est que ça dépend de ton référentiel et de qui te regarde. Parce que si c'est un professionnel qui a l'habitude de monter sur scène, non, si c'est un professionnel, en plus, il va pas te juger. C'est si c'est quelqu'un qui n'y connaît rien, qui va savoir. Parce que généralement, les professionnels, ils te disent, bon, c'est rien, ça t'inquiète pas, moi j'en ai 1000 comme ça dans mon parcours, quoi. Mais, et généralement, les gens qui jugent, c'est juste des gens qui ne pratiquent pas et qui restent dans leur peur, en fait. Et Mmh. c'est ça le concept relatif, c'est qu'il y a j'imagine qu'il y a des civilisations où l'échec, bah, c'est pas aussi dramatique que nous. En France, on est un peu, dans notre zone de confort et dans ce jugement des gens qui essayent des choses, quoi. Ouais. Mais attention, tu vas échouer, mais tu sais que tu peux perdre quand tu joues à ça. Bah oui, Mais ça tu fait peux aussi partie. gagner. Ah ouais, c'est ça. Et puis même si je perds, et alors j'aurais essayé. Bah, et tu Enfin, apprends, en fait. ouais, c'est ça. C'est que en plus, il y a quelque chose qui est trop focalisé sur le résultat Mmh. et pas sur la pratique, en fait. Ouais. Du coup, on met pas assez de. Voilà, je vais encore faire un espèce d'anglicisme ridicule. On valide pas assez. Attends, il faut que je le trouve en français, c'est ridicule. On valorise pas, voilà. On valorise pas assez le processus de création et le processus ouais, enfin, le fait d'expérimenter, quoi. On est tellement focalisé sur le résultat que pendant 2 semaines de préparation, on va se dire, oh là là, mais je vais être nul, oh là là, mais je vais être nul, oh là là, mais je vais être nul. Mais en fait, ta préparation de la nullité, oui, tu es en train de la faire là, en te disant, C'est ça. parce que tu pourrais passer ce temps-là à travailler, mais non, toi, tu as décidé de passer tout ton temps à avoir peur, alors que sûrement tu aimes écrire, sûrement tu aimes jouer, sûrement tu aimes bah aussi échanger avec des professionnels. Et en fait, ta préparation, elle sert surtout à ça. La fin, on s'en fiche. La fin, c'est un gala, c'est un feu d'artifice. Mais la préparation, le truc, le moment où tu écris, tu cherches ce que tu vas faire, si tu aimes vraiment parler, si tu aimes vraiment défendre tes propos, bah c'est ça le plus important. C'est le moment où tu as appris, quoi. Surtout en termes de bon, en termes de programmation neurolinguistique, si tu arrêtes pas de te dire: «Je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle», tu finis par Ouais, le croire et même si tu c'est ça. visualises que tu vas échouer, c'est pareil, tu prépares ton échec, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis C'est il y vraiment en ça. a, mais même, ouais.
il y a même des gens incroyablement talentueux qui restent convaincus qu'ils sont nuls, quoi. Genre, j'ai un ami, enfin ami, c'est vite dit, mais quelqu'un du stand-up, il s'appelle Paul Mirabel et c'est un humoriste, il a que 2 ans de stand-up ou 2 ans et demi, donc c'est vraiment très peu pour la carrière qu'il a actuellement. Il est très doué, il a joué plusieurs fois à l'Olympia, il a fait les premières parties de Farid, de plein de gens, mais il est tellement convaincu qu'il n'est pas bon qu'il passe son temps à stresser, quoi. Il passe son temps à stresser et à se dire, oh bah non, c'était pas assez bien. Oh bah non, 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 mais ça va pas. Oh bah, oh. Et du coup, même s'il pratique sa passion, je me dis, mais est-ce que tu aimes ce que tu fais et pourquoi est-ce que tu te fais subir ça, quoi? Parce que s'il était, enfin, tu vois, genre, si on croit souvent que l'artiste torturé et le fait de pas s'aimer, ça fait partie de l'artistique ou de la performance, mais non. Moi, je suis convaincue que s'il était épanoui et qu'il croyait en lui, bah, il pourrait nous livrer des spectacles, mais encore plus incroyables. Parce que même en croyant pas en lui, il a une énorme force de travail. Donc, tu gardes cette force de travail en étant moins focalisé sur ta nudité. C'est quelque chose de mieux, non? Je sais Mais pas. est-ce que finalement, tu vois, quand tu veux vraiment un truc, quand tu le veux à 10 000 est-ce que finalement, il n'y a pas aussi cette tendance de se mettre tellement la pression, tu vois, que finalement, ça génère du stress et que tu t'en éloignes aussi? Ah ouais, Ça peut parfois, être ouais. ça aussi. Ouais, Moi, je le vois chez beaucoup de personnes. ouais, tu vois ça chez beaucoup de personnes. Euh, Parce que moi, je pense que ça t'éloigne effectivement de ça parce que tu mets de la distance entre, entre toi et ta capacité à l'avoir, quoi. Plus tu te convaincs que que c'est c'est pas compliqué, possible. plus tu allonges la route, tu vois. Genre, t'ajoutes des kilomètres entre toi et l'objectif. Et en fait, ben, c'est beaucoup plus facile qu'on le croit, quoi. Ouais, Et c'est un peu ça. J'ai l'impression que plus tu vas estimer que c'est entre guillemets impossible, plus tu vas essayer d'aller vers quelque chose que tu vas penser être impossible, même si ça l'est pas du tout, et plus le truc tu auras du mal à l'obtenir. bah ouais, parce que tu mets en fait une charge émotionnelle dedans. C'est ça qui est lourd. C'est pas la tâche qui est compliquée, c'est la charge. C'est d'enlever cette charge-là qui l'est. Et, euh, et ça, je le vois souvent, par exemple, avec la méditation. Je sais que quand j'ai l'impression que les choses sont insurmontables et que bah, ça va être hyper dur de. Enfin, tu vois, même faire la vaisselle, tu vois. Il y a des moments où je me dis, mais j'arriverai jamais au bout de cette vaisselle. Et en fait, tu prends un instant de méditation ou même de respiration, ou pour ceux qui n'aiment pas, juste tu sors de chez toi, tu reviens et tu te dis, mais en fait, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Mm. Et c'est juste le fait de stresser, stresser, stresser qui t'enlève l'énergie dont tu as besoin pour accomplir la tâche. Et c'est ça qui est compliqué. C'est Mm. pas la tâche en elle-même, quoi. Ouais, c'est la manière dont tu l'appréhendes en fait. Ouais, et puis ça t'empêche de réfléchir en fait. Ça monopolise ton intellect et donc du coup, tu peux pas. C'est pour ça que tu échoues. C'est pas parce que c'est dur, c'est parce que tu prends genre 80% de ton esprit euh, qui est occupé à stresser, 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 quoi. Ouais. Ok, super. Alors, on va aller peut-être un petit peu plus loin. Tu as des projets du coup en ce moment, tu as pas mal de choses sur le feu. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, mes 2 projets principaux, parce que si je les dis tous, ça va être très, On va très pas long. s'en sortir là. Ouais, ouais, ouais. Mes 2 projets principaux, c'est ma chaîne YouTube et une série que je suis en train d'écrire. Donc, ma chaîne YouTube, le premier programme que je vais mettre dessus, ça s'appelle Langage fleuri. Et en fait, c'est une série de vidéos pour libérer la parole et aussi alléger, en fait, justement, cette charge émotionnelle
qu'il y a autour des violences sexuelles. C'est impossible de s'en affranchir, elle existe et la souffrance, je pense, autour de ça est inévitable. Mhm. Et c'est juste dire aux gens, enfin mon but c'est de faire rire les gens d'abord. C'est dur hein, de faire rire les gens là-dessus, mais c'est juste que... C'est pas évident. C'est un Ah, challenge. en fait, moi j'ai vraiment beaucoup de recul dessus. Ça fait 10 ans, ça fait 10 ans maintenant que j'ai commencé mon aventure de stress post-traumatique. Et du coup, j'ai du recul là-dessus sur plein en fait, d'éléments de langage et d'obstacles psychologiques qu'on a entre nous et la guérison, je pense. Et du coup, j'ai envie de donner des clés aux gens sans être lourde, quoi. Tu vois, parce qu'il y a, je pense que, enfin, dans les étapes du deuil, et je sais pas si je suis en train de faire des allers-retours, si je n'ai pas préparé cette partie-là. Donc, Non, vas-y, vas-y. ouais. Mais en gros, dans les étapes du deuil, tu as le déni, la tristesse, ensuite, je sais plus ce qu'il y a comme étape, et puis il y a un moment où tu passes vers une croissance post-traumatique, en fait. Et j'ai l'impression que la plupart des gens qui s'expriment sur les violences sexuelles sont encore dans la phase de tristesse. Et c'est important de la vivre et de la reconnaître parce que tu as besoin de ça. Et ah oui, bah voilà, il y a le déni, la tristesse, la colère, la négociation et ensuite le moment où tu crois et tu commences à trouver des solutions. Et donc, du coup, la plupart des prises de parole que je vois là-dessus, c'est soit dans la tristesse, soit dans la colère. Et c'est des émotions qui sont très importantes. Je n'ai pas du tout envie de dire qu'il ne faut pas faire ça, il vaut mieux rendre les gens joyeux. Non, c'est pas vrai. On a besoin d'être en colère, on a besoin d'être triste parce que c'est le fait de refuser ces émotions qui crée des dépressions, qui crée beaucoup d'anxiété, plein de choses comme ça. Il faut les libérer, ces émotions. Ouais, c'est ça. Et sauf que moi, bah, je les ai vécues en fait. Je les ai déjà vécues et je suis plus là-dedans. Et donc, je me dis, j'ai la liberté d'être passée par ça et d'être au-delà maintenant. Donc, autant en faire profiter des gens et les aider un peu à voir la situation avec du recul, quoi. Et leur dire, c'est possible de s'en sortir. C'est possible et il y a plein d'accompagnements possibles parce que la plupart du temps, quand tu vis ça, tu te dis, je suis seule, personne ne peut m'aider et personne ne peut comprendre. Et ça t'empêche en fait d'accéder à de l'aide et d'accéder à des soins. Et donc, j'ai envie de donner toutes ces clés-là aux gens à travers ma chaîne YouTube et ce programme où en fait, voilà, je l'ai appelé langage fleuri parce que je vais être cash dedans, quoi. J'ai pas envie de me censurer et donc du coup, peut-être qu'il y aura des gros mots, j'en sais rien. Mais c'est un peu ce truc de c'est bon, on parle comme on veut. Et puis c'est aussi basé sur une citation, je crois que c'est du collectif Nous Toutes, qui dit que en fait le viol n'a absolument rien à voir avec le sexe. C'est pas du sexe, c'est de la violence. Et pour prouver cette phrase, ils disent si je te frappe avec un coup de pelle, tu vas pas me dire que c'est du jardinage. Tu vois. Et donc, du coup, ce côté langage fleuri, c'est inspiré de cette citation parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais je peux pas parler de ce que j'ai vécu avec ma mère ou quoi, parce que oh, je veux pas parler de sexe. C'est pas du sexe, c'est de la de la violence. violence. Ouais. C'est de la violence. Et donc, du coup, voilà, j'ai envie de mettre un coup de pelle dans les tabous. C'est un peu ça le concept. Est-ce que tu aimes le jardinage au moins? Écoute, je m'y mets un petit peu. J'ai de la menthe, du basilic et de la ciboulette, là. Ça va, c'est un bon début. Ça te permet de faire la cuisine, de mettre des herbes aromatiques. Voilà. Super. Ouais. Donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième, c'est une série
Donc avec un personnage principal qui est victime de violences sexuelles et qui est victime aussi d'amnésie traumatique. Et donc, qui retrouve la mémoire au tout début de la série. Et pour comprendre un petit peu plus ce qui lui arrive, elle va voir un détective qui est lui complètement à l'ouest, complètement loufoque. Ça fait 10 ans qu'il enquête pour savoir qui a volé l'orange du marchand. C'est son niveau de... Ah ouais. Il est perdu, quoi. Mais en fait, avec son enquête à la con, il a récolté plein d'informations pendant 10 ans qu'il utilise très mal, hein. Extrêmement mal. Mais il se trouve qu'ils arrivent à trouver suffisamment d'informations pour retrouver un témoin en fait des agressions que cette fille-là a subies. Et donc, ça aide la fille et le détective aussi parce que il soupçonne cette fille-là d'être la personne qui a volé l'orange. Donc, il la questionne constamment tout le long de la série. Dès qu'elle se fait un jus d'orange, dès qu'elle presse une orange, dès que n'importe quoi, lui, il est dans son enquête, quoi. Donc voilà, c'est ma façon à moi de mettre un peu de fun sur des discours qui me semblent importants, quoi. Et Donc de réussir à prendre ce recul, du coup, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. Et puis ouais, parce que je pense qu'il y a de l'humour dans tout, ou au moins de la joie dans tout. Je pense qu'on est capable d'en créer. Et puis ça veut pas dire qu'on est obligé d'en trouver, parce que j'ai souvent culpabilisé en me disant mais je suis pas capable de trouver le positif dans telle situation. C'est pas ce que je suis en train de dire, on n'est pas obligé d'en trouver, mais c'est là quelque part, quoi. Et je suis très inspirée par Dormesson pour ça. Il a beaucoup écrit là-dessus. Mmh. Et par mes parents aussi qui ont juste vécu un génocide. Juste? Et juste, ça va. Et qui arrivent à en rire, quoi. Donc si je me dis à chaque fois, si mes parents arrivent à continuer à rire et à être debout, à élever 5 enfants qui tiennent à peu près la route, c'est que je dois être capable de faire pareil ou un petit peu moins, quoi. Donc, voilà, que c'est possible de s'en sortir, quoi. C'est une super philosophie, en tout cas. Ouais. Donc Et voilà. du coup, quel conseil, voilà, de prise de parole essentiel, enfin, un truc, vraiment qui t'a débloqué, quel conseil est-ce que tu donnerais à des personnes justement qui ont du mal peut-être à se lancer, à prendre la parole, à intervenir devant, 100 personnes, voilà? Alors, un conseil, moi, qui m'a semblé c'est un conseil que j'ai donné à une fille, en fait, j'assistais à Eloquentia, Saint-Denis, et il y avait une fille voilée qui me disait, oui, non, mais peut-être que j'aimerais bien prendre la parole, mais c'est pas forcément important ce que j'ai à dire, oh, c'est pas important. Et je disais, mais en fait, justement, les personnes timides, celles qui osent pas parler, c'est souvent celles qui ont les choses les plus intéressantes à dire. C'est les personnes que j'ai envie, moi, d'entendre, et c'est les personnes que j'ai envie de voir parce que en fait, tous les gens qui sont creux et qui ont juste de l'ego comme ça, ils n'hésitent pas à franchir le pas, et du coup, ils polluent mes oreilles. Ils polluent mes oreilles avec des trucs, mais ça ne m'intéresse pas. Et en fait, justement, je pense que si justement tu as peur de t'exprimer et tu as peur de dire quelque chose, c'est que ça n'a pas souvent été entendu. Parce que généralement, c'est quand tu n'as pas d'exemple que tu culpabilises. Si tu veux parler d'un truc qui est hyper courant, des brosses à dents, tu vois, tu vas jamais angoisser. T'angoisses quand tu as un truc à dire Important que à tu dire. vas. Voilà. Et donc, si tu angoisses et que tu te dis, oh, mais euh, je sais pas si ça va intéresser les gens ou ça n'a pas été assez dit. Et puis, si c'est pas dit, c'est que c'est pas important. Si, ça l'est. C'est justement ça qu'il est. C'est toi, en fait, toi, la personne qui a peur, toi, la personne qui te dit, j'y arriverai pas, les gens vont pas m'écouter. Et c'est toi que je veux entendre, quoi.
Et en fait, c'est les gens soit qui s'expriment pas assez, soit qu'on n'encourage pas assez à s'exprimer, tu vois. Mm. Et comme tout le truc des débats sur le voile, sans personne qui a le voile sur les plateaux, tout ça, c'est en fait, on leur donne pas la place, donc il va falloir l'apprendre. Il va falloir l'apprendre et créer nos propres circuits. Si on t'écoute pas quelque part, parle C'est pas sur grave. ton balcon. Voilà. Trouve des créneaux, crée-toi ta communauté, crée ton truc, parce que de toute manière, si tu as envie de parler, c'est que tu as quelque chose d'important à dire. Mm. Donc voilà. Et puis si tu as l'impression que c'est pas important ce que tu as à dire, justement, si tu as envie de parler des brosses à dents pendant hyper longtemps, tu vas toujours trouver des gens aussi fous que toi, et au moins parler, ça te permettra d'aller vers ces gens-là de plus en plus. Ouais, ça permet aussi enfin, d'être aligné, d'attirer aussi des personnes qui nous ressemblent finalement aussi, de Ouais, s'exprimer, d'exprimer cette ouais. voix aussi qu'on a à l'intérieur de soi. Exactement, et voilà, enfin c'est ça, c'est toujours. Après, on peut avoir plein de motivations pour parler, mais moi, la mienne, c'est vraiment de créer du lien, quoi. De créer du lien, et tu peux le faire que si tu oses te dévoiler, tu vois. Mm. Si tu oses montrer aux gens qui tu es, parce que si t'enlèves la partie de toi qui te semble la plus importante et celle que tu as envie de protéger, forcément. Euh, Si tu la montres pas, les gens peuvent pas se reconnaître en toi. Mm. Ils peuvent pas se dire, ah, mais lui aussi, il a ce truc trop bizarre. Lui, Et c'est ça, lui aussi, il a sa vulnérabilité, il a, c'est parce ça, que c'est la. très souvent, on croit que le leader, c'est une personne qui va justement, entre guillemets, masquer sa vulnérabilité, être super fort tout le temps, cacher Ouais, ses émotions, alors que bien souvent, c'est l'inverse, que c'est bah, justement… c'est ça. C'est des gens qui osent partager voilà, leur vulnérabilité. Et c'est ça qui fait de toi quelqu'un de fort, justement. Paradoxalement, c'est ça. Je sais plus qui m'avait dit Parce que tu que j'étais l'assumes, que finalement. j'étais d'une fragilité incassable. C'est ça, tu vois. C'est ça. Je suis du caoutchouc, vraiment. Et c'est une très bonne expression parce que finalement, c'est justement quand on vient à assumer aussi ta part de vulnérabilité, etc., que là, tu t'assumes pleinement et complètement. Parce que finalement, c'est ce Bah qui est le ouais. plus dur à assumer, en réalité. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, et tu te sens plus léger parce que tu n'as plus à porter cette espèce de truc en toi lourd, quoi. Quoi que ce soit, hein. Quoi que ce soit, ça n'a pas besoin d'être très grave. J'ai souvent des gens qui se comparent à mon histoire en disant oui, mais moi, ça va, c'est pas comme toi. On a tous nos vulnérabilités, on a tous nos difficultés. Et moi, les trucs qui me font souffrir aujourd'hui, ça peut être des trucs ridicules, quoi. C'est vraiment genre, ah, j'ai pas le bon gel d'aloe vera là aujourd'hui. Ça va, comme vulnérabilité, oui. Non, mais tu vois, c'est ça. On sait jamais. C'est pas la peine de se comparer aux autres et de se dire, t'as pas besoin de souffrir énormément ou que ta souffrance soit estimée comme énorme pour se dire qu'elle est valide, quoi. C'est toi qui décides, en fait, ton échelle de valeur et ce qui est important pour toi. Et si ça l'est, bah voilà, ça suffit. Ça suffit, ou au moins tu peux aller à la rencontre de gens qui vont valider ça sur des forums internet ou même en faisant des discours, voilà. Mais assumer en fait la fantaisie, et c'est ça qui fait que vous êtes intéressant en fait. Parce que Bah, que sinon, t'es toi aussi. ouais, les gens parfaits, c'est bon, on en a plein. Des gens faussement parfaits parce on est jamais parfait. Ouais, non, mais c'est ça, les gens faussement parfaits, c'est Michael Vendetta. Vous voulez être Michael Vendetta? Je sais pas si des personnes vont pas répondre oui, en fait, hein. Je pense qu'il y a des gens qui veulent être Michael Vendetta. Quoique finalement, il a eu une bonne cop, hein, on se rappelle de son nom. En soi, c'est pas si mal, écoute, hein. Ouais.
Bon, bah écoute, super. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Moi, c'est bon, hein, je crois. Je crois que c'est bon. À part de me suivre sur mes réseaux, à part cette part de promo avec laquelle je suis jamais à l'aise, rien. Le call to action. Exactement. The call to action. Suivez-moi sur les réseaux, ça va être génial. Vous allez voir, il y aura plein de surprises, plein de vidéos, plein de trucs exceptionnels. Ça va être fantastique. Et c'est génial et on va faire la fête. Ah non, non, au lieu de me suivre moi, suivez le Barbès Comedy Club parce que c'est mon comedy club préféré. C'est le comedy club de Shirley Soignon et genre c'est une personne formidable. Et en ce moment, ils ont besoin d'aide en plus pour survivre à la crise Covid parce que les salles de spectacle sont vides et que même quand elles vont rouvrir, elles ne pourront pas rouvrir à pleine capacité. Donc voilà, le Barbès Comedy Club, c'est un lieu incroyable, vraiment formidable. Je me suis jamais autant amusée que là-bas. Donc voilà, si vous aimez justement l'éloquence, il y a beaucoup d'éloquence en stand-up et voilà, vous pouvez y voir des gens fabuleux. Donc, allez ou suivez le Barbès Comedy Club. Oui, voilà, avec le langage verbal et tout. Allez-y. Allez-y. Tout de suite. Non, peut-être pas Ouais. tout de suite parce qu'on est confinés. Ouais, vous pouvez vous abonner, hein. Ça va. Ça va, on a le droit, t'es sûre? Moi, j'ai Ah peur, ouais. hein. Je suis prise d'une amende, j'ai peur. Mais c'est vrai que est-ce que tu l'as payé? Pour l'instant, je ne l'ai pas encore reçu. Ah, ça va. Je croyais qu'il la donnait directement. Non, ils prennent ton adresse et ils te l'envoient. Non, même pas. Ils prennent ton nom et ton prénom. Donc, Ah! je ne Donc savais du coup, pas. ça fait vraiment, on connaît déjà votre adresse. C'est un petit peu ça. Ça fait un petit peu peur, en fait. Tu dis, ah, mais vous prenez juste mon nom et mon prénom. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, en fait. C'est quoi? Je suis dans Kafka? Ça se passe comment? C'est ça. On n'a même pas besoin de ton prénom, Laura. On connaît tout sur toi. On a notre intelligence artificielle qui t'a déjà fait de la reconnaissance faciale, en fait. Ah ouais, ouais. Oh mon Dieu, oh bon. Mm. Ah, bref. Bon, bah merci en tout cas énormément, Merci à Marie, pour toi, cette ouais. interview que je qualifierais de rafraîchissante, de bonne Oh, humeur. En tout cas, moi qui va égayer ma journée et j'espère ceux de non, nos auditeurs aussi. Donc, trop bien. Bah pareil, pareil pour toi. Vraiment, merci beaucoup. C'est très agréable de discuter avec toi. bah merci beaucoup. À très bientôt. Au À revoir. très bientôt.